Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Et là, on peut faire la blague d'intro. Là, ça enregistre. J'ai mangé un hot dog. Ah, c'est ça, voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On est C'est quoi le terme déjà? Co-monteur Non, on dit on est à la réal. Co-réalisateur. Co-réal. Co-réal. C'est ça. Ouais, j'aime bien. Comme les aurores. Oh non. Merci. Merci d'avoir compris. Co-réal. Non, tu peux pas rigoler à ça. Et si on teste le Ne micro? rigole pas. Je vais te mute direct. Non, qu'est-ce qui se passe pour cet épisode? C'est un peu spécial parce que nous n'avons du coup pas notre réal officiel qui est Queutrus. Donc John et moi sommes devant ce qu'on appelle le PodTrack P8 que j'appelle le P4500 pour quelconque raison parce que ça rend le truc encore plus sérieux, tu vois. Du coup, on va avoir un mélange intéressant, potentiellement des bourdes en termes de jingle et de timing. C'était la petite mention avant de commencer cet épisode 53. John, est-ce que tu es stressé? Non, pas du tout. Hein. Non, ça va. Franchement, tranquille. Faut appuyer sur le deuxième bouton. Là, j'ai mis la petite astuce à droite vrai. du PodTrack 3800. Comme ça, tu te trompes pas. C'est dur à dire, hein, PodTrack. Ouais. PodTrack? PodTrack. Bon, non. Ça va, c'est facile. Non, ce qui est dur, c'est Plus vite. panier, piano. Ça, c'est dur à dire. Quoi? Panier, piano. Enchaîné comme ça. Panier pied. Tu vois? Je vois que c'est dur. Panier piano. T'en fais genre 2 ou 3 et si t'es Ouais, pas hyper après, entraîné, non, c'est compliqué. ouais, Ouais. c'est difficile. Et voilà, c'était l'intro. Merci beaucoup. Quel est le bouton qu'on doit appuyer? En fait, c'est là où tu dis le numéro de l'épisode. Épisode 53, c'est parti. Ah, c'est pas mal. Le Contrecast, c'est quoi? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous sur les différents sujets. On commence par le traditionnel tour de table avec notre foodiste, trophéiste coréal de ce soir. J'ai nommé John Couscous. Bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien. Un petit peu fatigué, comme souvent quand on me pose cette question en ce moment, mais sinon ça va. Le moral est là. Tant mieux. Et ben c'est le plus important, j'ai envie de te dire. Ouais. Si t'as envie de me le dire, dis-le moi. Il n'y a pas de problème. De quoi est-ce que tu nous parles pour cet épisode, John? Je vais vous parler d'adolescence, de voyage et de route. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça, mais du coup, ça me fait un peu chier parce que c'était un peu mon intro de ta On va dire que je parle d'autre chose alors. Je parle d'un jeu vidéo. Ok, très bien. On va continuer avec celle qui s'échange des lettres secrètes avec son auteur préféré. J'ai nommé Eva. Oui. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien aussi. Un peu fatiguée aussi, mais ça va. Je tiens. Mais le moral est là. Le moral est là. Ok, tant mieux. Copieuse grave, c'est pas original. On peut refaire. Et de quoi tu nous parles pour cet épisode? Alors, je vais vous parler d'un jeu vidéo et je dois le dire. Bon, je vais le dire. Tu le dis ou tu le dis pas? Je vais le dire. C'est Crisis Core Réunion Final Fantasy VII qui est sorti en décembre dernier, je crois. Ah, c'est vrai? Ouais. Déjà. Attends, mais... Décembre 2022. Hein. C'est ça. Décembre Si, je sais. 2022. Pourquoi j'ai mis... Le remake. Ah, le remake. Oui, c'est le remake. Oui, d'accord, ok. C'est parce que moi, j'ai juin 2018. Ah oui. Hein Oh. Non, c'est aucun des deux. T'as dû confondre avec 2008. Wikipédia peut-être. m'aurait menti. Non, c'est peut-être un... Attends, j'essaye de trouver. Mais en fait, j'ai pas du tout le lien du wiki. Donc voilà, je pourrais un jour le dire, mais ok, mea culpa. On termine du coup avec celle qui a dû changer de chronique à la dernière minute. Célia, comment est-ce que ça va? Ah, un peu fatiguée. Non, J'ai mangé un hot dog. mais le moral est là. Non, ça va bien. Je suis très contente d'être là. Et elle a mangé un hot dog, c'est important. Ouais, voilà. Chronique changée au dernier moment, donc j'espère qu'elle vous plaira quand même. Oui. Moi, je dis que oui. Mais oui, c'est sûr. Et du coup, tu ne nous utilises pas ton sujet, je suppose. Je peux.
j'ai décidé de chroniquer un de mes livres préférés. C'est un livre de science-fiction qui date des années 60. Petrus. J'avoue que Truc aurait grave kiffé. J'ai pensé à lui directement parce que quand on a perdu Zef à la table, du coup, je me suis un peu retrouvée avec Truc étant la seule. Non, il y a Julie aussi quand même, dans la team vieux. Enfin, la team chronique de vieux, pour les vieux. La chronique de vieux, mais genre SF, quoi. Ah oui, ok. En plus, c'est français. Et bien, j'ai envie de dire, c'est parti pour le premier sujet. On part en mission avec des scientifiques français, du coup, là où de mystérieux signaux résonnent dans un silence glacial. Célia, où est-ce que tu nous emmènes pour ta chronique ? C'était si joliment introduit, merci beaucoup. Alors moi, je vous parle aujourd'hui du livre La Nuit des Temps de René Barjavel. René Barjavel, c'est un écrivain et un journaliste français. C'est un roman de science-fiction, du coup, comme je le disais en intro, qui a été publié en 1968. Donc oui, ça date un petit peu. Mais c'est un de mes livres préférés, donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'à la base, ce livre, en fait, n'a pas été rédigé pour en être un, mais plutôt pour être un film. Mais le projet a été plusieurs fois retouché, réécrit et finalement abandonné, notamment à cause du budget. Et c'est donc devenu un roman, et un roman à succès. Donc La Nuit des Temps, c'est quoi ? Alors certes, c'est un livre de science-fiction, mais c'est pas vraiment un livre de science-fiction comme on l'entend. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des planètes inconnues du système solaire, on ne va pas avoir des petits hommes verts qui viennent attaquer la Terre, ou encore des robots qui prennent le contrôle de notre société. Non, on est là sur quelque chose, au final, qui est relativement actuel. On est quand même dans les années 60, mais actuel, mais qui nous transporte malgré tout en fait, dans un univers qu'on pourrait qualifier de futuriste, ou du moins de très évolué. Personnellement, moi j'ai découvert ce livre totalement par hasard, grâce aux lectures qu'on nous imposait en 5e ou 4e, donc ça date du collège. Vous le savez depuis le temps, moi je lis tout, j'adore vraiment ça. Mais la science-fiction, c'est pas vraiment le genre que j'affectionne le plus de base. Donc en fait, quand on m'a imposé le livre, j'ai lu le synopsis, j'avoue que j'ai pas été très très emballée tout de suite. Mais bon, j'étais bonne élève à l'époque, donc je me suis lancée. Et en fait, au final, j'ai dévoré les pages en à peine quelques jours. Et c'est vraiment devenu mon livre de chevet et surtout un de mes livres préférés, que j'ai toujours dans ma bibliothèque d'ailleurs, encore maintenant avec mes petites annotations à l'intérieur. Donc voilà, petite parenthèse, mais merci Madame la prof de français dont j'ai oublié le nom de m'avoir fait découvrir cette pépite. Alors, de quoi ça parle, La Nuit des Temps ? Comme tu le disais, on suit l'expédition de scientifiques français en Antarctique qui vont découvrir en fait l'émission d'un signal qui provient des glaces, mais vraiment très très profondément. Donc, par curiosité, il va y avoir une grande expédition qui va être mise en place, qui rassemble de nombreuses nations, pour trouver justement d'où provient ce signal, ce qu'il en est, comment il fonctionne, etc. Et au final, ils vont découvrir les ruines d'une civilisation qui a disparu sous la glace depuis 900 000 ans. Et notamment dans ces ruines, ils vont découvrir une sorte de grosse boîte, un peu d'embarcation, dans laquelle se trouvent, un peu en état d'hibernation au final, les corps d'un homme et d'une femme, dont les visages sont masqués. Donc on va suivre en fait cette avancée scientifique du point de vue d'un docteur, le docteur Simon, qui est un médecin qui fait partie de toute cette expédition et cette découverte. Simon et ses collègues vont faire des recherches, vont analyser un petit peu les corps, dans quel état ils sont, etc. Et vont décider de les réveiller pour en apprendre davantage justement sur la civilisation, comprendre pourquoi elle a disparu, qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont découvert pas mal d'objets, ils veulent comprendre un peu comment ils fonctionnent, à quoi ils servent, etc. Et du coup, ils décident de réveiller la femme en premier. Elle s'appelle Eléa. Et c'est ici justement que le côté science-fiction prend un petit peu tout son sens. Parce qu'en fait, on va découvrir toute l'avancée technologique, à la fois des scientifiques actuels, parce qu'il faut savoir que dans le roman, toute la technologie qu'ils utilisent est quand même très en avance pour l'époque, au moment où le roman a été rédigé, justement. Et on va aussi en apprendre plus sur l'avancée technologique de la civilisation d'Eléa, donc qui a disparu il y a 900 000 ans. Et il faut savoir que tout ça, c'est suivi mondialement grâce à une chaîne qui retransmet toutes les images et toutes les évolutions de cette expédition. Donc c'est un peu ça le côté vraiment très moderne et très futuriste. C'est un peu ces objets qui n'existent pas forcément aujourd'hui, qui ont été inventés et qui nous transportent dans un univers du coup très très évolué, plus qu'actuellement en tout cas.
Donc, il faut savoir que pour communiquer en fait entre eux, parce que Eléa elle parle un langage inconnu, ils vont utiliser une sorte de machine qui permet de transmettre les éléments de sa mémoire et de les retranscrire sur des écrans. Donc, grâce à ça, elle va pouvoir raconter justement son histoire, l'histoire de son monde, de sa société, l'histoire qu'elle avait avec son compagnon qui s'appelle Païkan. Il faut savoir que c'est une personne à qui elle est destinée depuis son enfance. Ils s'aiment d'un amour infini. Donc voilà, il y a quand même un côté très très romantique aussi dans ce roman. Et on apprend notamment que sa civilisation, en fait, elle était vraiment très très avancée, plus que l'actuelle, et qu'elle a été détruite suite à une guerre qui a dévasté la Terre. Donc pour donner un avenir à cette civilisation, justement, les scientifiques de l'époque décident de mettre en état d'hibernation un homme et une femme qui possèdent des critères intellectuels et physiques optimaux, et c'est elle qui est choisie. Donc on comprend un petit peu au bout d'un moment qu'elle ne sera plus avec Païkan dans cette vie future. Donc je ne vous donne pas plus de détails sur l'histoire. J'ai pas envie de gâcher votre envie de le découvrir ou j'ai pas envie de trop en dire. Mais sachez que moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre, c'est la fin. En fait, on lit le livre, on apprend un peu comment fonctionnent les personnages, on découvre un petit peu cette civilisation, ces objets qui sont super un peu intrigants et curieux. Et en fait, la fin, vraiment, c'est un plot twist, mais moi qui m'a vraiment marqué, je me souviens avoir posé le livre et m'être dit mais non, mais c'est pas possible, ils n'ont pas fait ça, c'est pas possible. Et c'est vraiment ce qui fait pour moi vraiment le tout de ce livre. C'est un livre qui est très intéressant, qui se lit bien, mais vraiment la fin, elle est assez impressionnante et très très bien pensée. Donc pourquoi je vous conseille de lire ce livre ? Au-delà du fait que c'est pour moi, bon, c'est personnel, hein, mais dans mon top 5 vraiment des romans de science-fiction. Alors, comme je le disais, c'est pas un roman que j'affectionne énormément, un genre que j'affectionne énormément, donc j'en ai pas lu beaucoup, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un roman de science-fiction à avoir dans sa bibliothèque ou à avoir lu au moins une fois dans sa vie. Mais au-delà de l'aspect science-fiction, c'est surtout une histoire d'amour vraiment tragique, mêlée un peu à l'ego de l'humain, avec un grand H du coup, et les erreurs que cet humain peut commettre encore et sans apprendre, malheureusement. C'est un roman qui est très bien écrit, avec un bon rythme. En tout cas, moi, j'avais vraiment envie d'en savoir toujours plus au fur et à mesure que je tournais les pages, que j'apprenais à rencontrer les personnages, qu'Eléa parlait justement de son histoire, de cette civilisation. C'est un roman d'aventure, de passion, d'action. On passe vraiment par beaucoup de moments et de genres différents. Mais c'est toujours, je trouve, en tout cas, rédigé avec justesse. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Et ce qui est aussi chouette, c'est qu'on ressent bien les émotions et les ressentis de tous les personnages. Enfin, moi, je me souviens quand même m'être dit, tiens, là, ça me rend triste ce qu'il dit. Tiens, je suis curieuse. Tiens, là, je suis vraiment en colère. Ça ne va pas. Comment il réagit, etc. Et alors, cette histoire d'amour, cette belle histoire d'amour, donc celle d'Eléa et Païkan, personnellement, elle m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai été complètement emportée et même aujourd'hui, plus de 15 ans après, je me souviens encore de cette fin. Vous allez le sentir vraiment, cette fin qui m'a vraiment prise aux tripes. Comme j'ai pu déjà le voir dans des films, dans des jeux vidéo. Là, on n'a pas l'image en fait, donc c'est vraiment assez fort de réussir à faire ressentir ce genre de choses. Vraiment, encore une fois, de fermer ce livre et se dire mais non, mais j'y crois pas, c'est pas possible. Et rester plusieurs minutes un peu stoïque comme ça, en se demandant si ça s'est vraiment passé, si on a vraiment lu ça. Je trouve que pour des livres, c'est très fort et assez rare de réussir à immerger à ce point-là. Donc cette histoire d'amour, vraiment, moi, elle m'a beaucoup marquée. C'est un livre, je trouve, qui est audacieux, en tout cas pour l'époque, et qui passe un message très important au-delà de toute cette histoire d'amour. Le message, c'est vraiment que l'homme ne changera jamais sa vraie nature. Il commet des erreurs dans le passé, il ne les corrige pas dans le futur. À cause de cette curiosité, ce besoin de tout contrôler, il mène très souvent à sa perte. On l'a vu avec de nombreuses civilisations dans le passé, hein, ça c'est des choses réelles, qui se sont perdues un peu malgré elles. On est un peu à la manière du mythe de l'Atlantide, qui, soi-disant, aurait disparu à la suite de sa trop forte avancée. C'est cette même un peu idée dans La Nuit des Temps. C'est le même genre d'histoire, au final, qui se passe avec la civilisation d'Eléa et Païkan. Des nations qui se déchirent par la suite pour récupérer le plus d'informations possible, qui se déchirent parce que, justement, trop d'avancées, qui ne savent pas forcément comment gérer ça, qui veulent contrôler les choses. Donc, même avec toutes ces bonnes intentions, tant que l'homme, avec un grand H,
restera tel qu'il est, l'histoire se répétera et entraînera dans sa chute de nombreuses victimes, dont des amoureux transis qui n'aspiraient à la base qu'au bonheur. En bref, La Nuit des Temps, c'est une épopée à la fois moderne et futuriste. C'est une épopée qui laisse de sacrés souvenirs, vraiment, et des marques dans le cœur. C'est un roman qui mélange la folie des hommes et l'amour qui peut tout surpasser, ou en tout cas qui essaye de tout surpasser. Et plus de 15 ans après, moi je suis toujours aussi amoureuse de ce livre. Je suis toujours aussi amoureuse de ce qu'il peut renvoyer comme message, comme image, comme ressenti, comme émotion. Et je pense d'ailleurs, en écrivant cette chronique, ça m'a fait réaliser qu'il fallait que je le relise. Parce que je me dis qu'avec un œil vraiment plus mûr, une expérience différente de la vie et de la vision de notre société, j'aurais sûrement une lecture vraiment différente. Je l'avais relu il y a une dizaine d'années, mais je pense que en 10 ans, il se passe des choses et que ça serait vraiment intéressant de me replonger dedans pour voir un petit peu comment ma vision a évolué. Est-ce que je le vois différemment? Est-ce que je comprends d'autres messages que j'avais peut-être pas analysés à l'époque? Voilà. Donc, je vous conseille très, très fort de lire La Nuit des Temps. Ça se lit très rapidement et ça laisse vraiment une belle trace dans le cœur. Voilà. C'est beau, c'est beau. Je trouve que c'est bien résumé. Est-ce que tu savais qu'il y avait une bande dessinée? Alors, je ne savais pas jusqu'à faire cette chronique. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Voilà, moi et j'en aussi. avais jamais entendu parler. C'est assez fou. Moi aussi, j'en ai pas entendu parler et je ziotais un peu quand tu chroniquais le wiki pour rafraîchir mes idées sur le bouquin, parce que c'est pareil, je pense que c'est Barjavel, c'est un truc. J'ai lu deux romans, donc La Nuit des Temps étant le second roman que j'ai lu de lui, le premier étant Ravage. Et Ravage, c'est pareil, c'est les mêmes thématiques sur fond de Seconde Guerre mondiale. Et c'est marrant parce qu'il y a toujours ce côté un peu anachronique c'est sa vision de quand lui a écrit au moment où il a écrit le livre. Donc Ravage, c'est encore plus loin, ça remonte aux années 40. Et c'est avec un surplus de technologie qui aujourd'hui nous paraîtrait un peu obsolète, parce que c'est des choses dont on a de plus en plus accès via la technologie d'aujourd'hui, mais qui a toujours avec toujours ce fond de critique sur ce qu'en fait l'humain, ce que fait l'humain de cette technologie et les conneries qu'il n'arrête pas de répéter de façon cyclique. Eva, je me retourne vers toi. Ouais. Est-ce que tu as déjà lu? Alors, c'est trop marrant parce que j'ai l'impression qu'on est des jumelles. À chaque fois que tu me parles de tes goûts, alors quand tu as dit de la science-fiction, c'est pas trop mon truc. Moi aussi, à la base, c'est pas mon délire. Mais j'ai La Nuit des Temps de Barjavel chez moi parce que je l'ai acheté à l'époque où j'ai travaillé à la Fnac et que j'avais moins 30% sur tous les livres. Et que j'avais demandé sur Twitter, hey, qui me conseille des livres? Et tout le monde, je crois qu'il y a 2 personnes dans les tweets qui m'ont dit La Nuit des Temps Barjavel. Et je me suis dit, en lisant les synopsis, c'est pas mon truc, mais allez, vas-y, la forme à poche, moins 30%, avec tout un tas d'autres livres, ça va un jour. Mais je ne l'ai jamais lu, parce que j'ai lu tous les autres en préau, parce que le synopsis ne me tentait pas de fou à premier abord. Mais je pense que je vais m'y mettre, parce que si tu le recommandes, c'est qu'il doit être très très bon. Donc, d'avoir ton retour là-dessus, ouais. pour le coup, tu vois. Ouais. Et puis, vu que j'aime beaucoup les BD, je vais sûrement me faire la BD aussi, me connaissant. Mais ouais, non, ça me tente. Peut-être d'abord le livre. Peut-être d'abord, oui, d'abord le livre, de toute façon. Je préfère découvrir. La BD, ça a ce côté, oui, je pense qu'il y a énormément de choses simplifiées et survolées. Ouais, bien sûr. John? Ouais, moi j'aime pas trop les romans de base, donc, je sais. parce que j'ai toujours pas lu La Horde du Contrevent. Ah putain. Donc on sur moi un peu. Donc peut-être que la BD ça peut m'intéresser pour le coup. Ça m'a vendu du rêve un peu l'histoire, donc je serais curieux d'avoir ton avis aussi maintenant, vu que tu l'as découvert. Je te regarde, Célia. Tu l'as découvert il y a longtemps, tu l'as pas encore relu récemment. Je serais curieux de voir ce que tu en penses maintenant. Longtemps après. Ouais, je vous dirai. Après, je sais pas du tout ce que vaut la BD, parce que voilà, justement, je l'ai découverte un peu par hasard. Mais je me dis que peut-être c'est dommage de se plonger dedans au lieu du roman, du moins dès le départ, parce que vraiment dans le roman, ça fourmille de détails. Il y a tout ce qui est... Bon, par le dessin, tu peux évidemment faire passer beaucoup d'émotions, mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose, et je suis pas sûre que tu le vivras pareil, et que la fin te retournera forcément aussi fortement que le roman. Donc voilà. Après, encore une fois, j'ai pas du tout regardé la BD, donc je sais pas ce qu'elle vaut pour le coup. Et c'est pareil, La Horde du Contrevent a aussi été adaptée en BD.
Ouais, en mais je pense que c'est plusieurs différent là volumes. pour le coup. Mais là, Ouais. c'est complètement différent. Et je conseille, encore une fois, pour ceux qui n'ont jamais lu La Horde du Contrevent, de s'y mettre. Parce que c'est un vrai chef-d'œuvre. Tu aimes ou tu aimes pas, c'est passionnel ou pas. Mais il y a un vrai truc, que ce soit dans la façon d'écrire, que ce soit dans les dialogues, qui est assez incroyable dans La Horde du Contrevent. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné le nom à notre podcast. C'est parce qu'on était 3 à la table et on a dit La Horde du Contrevent. Mais je l'ai acheté, hein. Mais tu l'as acheté, Ouais. je le sais. J'ai mis 45 épisodes à l'acheter, mais Je c'est sais, bon. je sais que tu l'as, mais il faut que tu t'y mettes. Mais voilà, en tout cas, ça a donné, je pense, à tout le monde envie de lire ou de relire. Parce que clairement, Barjavel, c'est un très grand nom de la SF française. Et La Nuit des Temps, c'est vraiment excellent. Et voilà, plus un sur la chronique que tu viens de faire, et ça me donne trop envie de m'y replonger. Eh ben, je suis bien contente. Tu fais un petit récap. Tout Bah ça. oui, bien sûr, Ouais. exactement. Du coup, merci Célia. C'était La Nuit des Temps, un roman SF signé René Barjavel, publié en 68 et disponible autour de 10 € chez vos libraires. On va continuer dans les projets un peu secrets. On va aussi parler de Super Soldier, de Turc. Mais du coup, on fait quelques bonds en arrière de quelques années dans le passé sordide de la Shinra. Exactement. Eva, de quoi est-ce que tu vas nous parler ? Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui du remaster d'un de mes jeux préférés sur PSP à l'époque. C'est un des 2 jeux qui m'a poussé à l'achat d'une PSP, en plus de Kingdom Hearts Bubble Sleep, bien évidemment. Et bien sûr, je parle de Final Fantasy VII Crisis Core. Et donc, la version initiale sur PSP était sortie en 2008 chez nous. Donc, c'est peut-être pour ça le 2018 tout à l'heure. Ouais, peut-être. C'est peut-être ça. J'ai juste rajouté 10 ans. Voilà. Mais voilà, donc en revanche, le remaster est sorti en décembre dernier. Donc moi, je me souviens encore du soir où il a été annoncé. C'était en juin dernier, en fait, juin 2022. C'était au moment où d'une soirée dans ma boîte en entreprise, c'était une soirée de clôture de New Web avant qu'ils nous fassent déménager à TF1 et qu'ils nous disent que finalement, bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà, donc c'était, je me souviens, j'étais sur la piste de danse, j'étais super contente avec mes collègues. Et puis j'ai un collègue qui m'a appelé, qui m'a dit Eva, ton téléphone il n'arrête pas de sonner, va voir et tout. Je vais voir et puis je vois des tonnes de tweets Hey Eva, t'as vu ça, Eva, t'as vu ça. Et en fait, la bande-annonce avait popé comme ça, le trailer, l'annonce de Crisis Core Réunion. Donc moi j'étais comme une folle, j'ai poussé un petit cri trop contente. Voilà, je me dis il faut que je la revoie demain parce que là je vois rien, j'entends rien, il y a trop de bruit, il y a trop de musique. Voilà, donc le jeu est sorti chez nous sur PS4, PS5, PC et Switch. Et moi, j'y ai joué à la version PS4. C'est d'ailleurs le dernier jeu que j'ai acheté avant mon déménagement. Et j'ai dû faire 3 mois de pause pendant que j'y jouais, étant donné que j'ai été dans cette phase où ma PlayStation était dans mes cartons pendant 2-3 mois. Et c'était très frustrant, voilà. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà joué à l'original, il faut savoir que Crisis Core Réunion, il n'apporte vraiment rien de nouveau côté scénario. Contrairement à... Enfin, je ne sais pas si vous avez fait ou pas Final Fantasy VII Remake, où il y a des nouveautés. Là, pour le coup, Crisis Core Réunion, moi, c'est ce que j'attendais de voir. Est-ce qu'il y aurait des petites nouveautés ou pas Non, c'est vraiment la trame à la virgule près qui est préservée. Les dialogues du jeu, c'est les mêmes que ceux de 2008. Enfin, voilà. Il y a juste une traduction française qui est légèrement remaniée. Et donc, de quoi ça parle Crisis Core ? C'est l'histoire de Zack Fair, qui a une jeune recrue dans les rangs du soldat, qui a pour ambition de monter en grade et il veut passer au rang de première classe, comme Sephiroth, son N+1 et son mentor, qu'il trouve super cool. Alors, il enchaîne les missions et un jour, on lui annonce la disparition de Genesis, qui est un autre haut gradé populaire. Et là, tout porte à croire que c'est la méga corporation Shinra, du coup. Qui procède à des... C'est une corporation du coup qui procède à des expérimentations biologiques secrètes en utilisant l'énergie Mako de la planète. Donc ceux qui connaissent Final Fantasy VII un peu vont savoir de quoi je parle. Les autres ils vont se dire waouh, elle a dit qu'elle aimait pas la science-fiction et là qu'est-ce qu'elle nous raconte. C'est quoi cette histoire? Mais voilà, en gros on doit chercher Genesis qui a disparu. Et Zack est le premier à aller en mission parce qu'il se dit si je réussis cette mission, je vais sûrement être haut gradé.
C'est le top. Et puis il part avec le soutien de son meilleur ami Angel. Donc l'histoire du jeu, elle va retracer tous les événements qui va le mener à sa rencontre avec Aeris, qu'on connaît bien, puis avec Cloud Strife, qu'on connaît évidemment bien. Alors pour cette chronique, je vais la faire un peu différemment des précédentes, c'est-à-dire que je vais vous parler des forces du jeu à mon goût, à mon sens, et puis ensuite des faiblesses du jeu, parce que j'en ai trouvé beaucoup des faiblesses, mais je vous dirai à la fin pourquoi j'ai quand même choisi ce sujet pour ma chronique. Donc pour commencer, les forces de ce jeu, voilà, sans entrer dans le détail du scénario parce que j'ai pas envie de gâcher la surprise à ceux qui voudraient y jouer. Donc déjà le jeu il tourne sous Unreal Engine 4, donc il est déjà plus beau. Il impressionne pas autant, je trouve, que la version sur PSP qui était sortie à l'époque, qui elle qui affiche des performances qui étaient vraiment pas mal pour une PSP. Mais ça reste quand même beau. Les nouveaux modèles des personnages, ils sont bien plus expressifs, ils sont plus détaillés, même s'il y a vraiment pas eu d'effort sur du côté des PNJ. Là, pour le coup, c'est inexpressif au possible. Voilà, mais il ne faut pas trop en demander. Les environnements, eux, ils sont totalement transformés. Donc là, même si on reste sur du 60 images par seconde, c'est pas extraordinaire, mais il n'empêche que, par exemple, tout ce qui va être les bâtisses grises dans le bidonville de Midgar, ça prend beaucoup d'ampleur. Enfin, ça n'a rien à voir. Les décors sont beaucoup plus immersifs. Et puis, on a quand même une opposition directe avec les couloirs un peu froids de la Shinra. Ça, j'en reviendrai un petit peu plus tard. Le charme de Midgar, alors, Midgar, c'est pauvre, c'est des bidonvilles, c'est pas... Voilà. Mais il y a aussi le côté, je pense, nostalgie qui parle beaucoup. Et puis, voilà, le fait de vagabonder un peu dans Midgar, j'ai trouvé ça bien. J'ai bien aimé. Il y a un doublage japonais de qualité, je trouve. Alors pour le coup, moi j'avais joué à l'époque sur la version japonaise aussi, au niveau des doublages. Je sais que la version anglaise a eu pas mal de, on va dire, pas moquerie, mais il y a eu pas mal de mèmes qui ont circulé sur Twitter sur la version anglaise qui est apparemment un peu cringe, un peu malaisante. Voilà, donc c'est assez drôle. Donc voilà, en tout cas, moi je recommande la version japonaise, qui est vraiment bonne. Les compositions. Alors l'OST, moi pour le coup, l'OST de Crisis Core, je la trouvais déjà extraordinaire à l'époque. Là, je trouve qu'elle est très très douce aussi. Les réarrangements, ils sont vraiment corrects, plus que corrects d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et on va parler du point fort du jeu pour moi, c'est le gameplay, bien sûr. Donc la refonte totale du système de combat. Donc là, on n'est plus sur du tour par tour, un peu comme Crisis Core original, hein, mais on n'est plus sur du tour par tour, on est vraiment vers l'immédiateté de l'action RPG en temps réel. Donc Crisis Core, déjà, c'était un peu comme du Kingdom Hearts. Hein. C'est pour ça que je pense que ces jeux me plaisent autant aussi. C'est pas du JRPG à l'ancienne, là pour le coup. C'est de l'action en direct. À l'époque, ça souffrait un petit peu je pense, du manque de touches sur la PSP. Je pense qu'on avait un gameplay qui était quand même assez limité. Là, on retrouve vraiment une aisance dans les combats. Alors typiquement, on a la barre défilante qui est consacrée aux objets de soutien. On va avoir des matérias qu'on va pouvoir équiper qui sont accessibles en une pression de la gâchette. On peut attaquer. On utilise soit des points de magie, les PM, soit des points d'action en fonction de la matéria utilisée. Et puis les matérias, on peut les faire évoluer et les fusionner pour obtenir de meilleurs matérias ou débloquer des techniques un peu spéciales. Donc ça, c'est assez cool. Il y a pas mal de possibilités. Alors, on a quelque chose qui était déjà propre à Crisis Core, c'était l'OCN, l'onde cérébrale numérique. En fait, c'est une espèce de machine à sous qui apparaît en haut de l'écran, qui tourne en permanence pendant les affrontements. Et en fait, le résultat affiché de cette machine à sous va avoir une incidence sur les bonus et les coups spéciaux qui vont être attribués à Zack. Donc, on va avoir deux roulettes. Une première roulette qui va afficher des portraits des personnages du jeu, donc ceux qui ont été rencontrés au fil de l'intrigue. Si on a un alignement de 3 portraits identiques, ça octroie l'utilisation soit d'une invocation ou alors d'un limit break. Donc, limit break, c'est des grosses attaques offensives qui sont capables de retirer plusieurs centaines, voire un millier de points de vie aux ennemis. Et l'autre roulette, elle offre des espèces de petites, des petits pouvoirs temporaires à Zack, comme par exemple d'avoir des points de vie ou alors plutôt des points d'action ou points de magie illimités, être invincible pendant quelques secondes, etc. Voilà. Et eux, ils sont déclenchés par les différentes combinaisons de chiffres. Voilà. Donc tout à l'heure, je parlais un petit peu des invocations qui sont propres à la série des Final Fantasy. Moi, ça reste un point fort pour moi parce que je les trouve vraiment, vraiment très, très stylées. Ce qui est pas mal, c'est qu'elles sont
pas donné tout de suite. Il faut quand même réussir quelques missions pour pouvoir les débloquer au fur et à mesure. Donc, il y a un petit côté un peu challengeant de se dire, bon, c'est pas juste en avançant dans l'histoire qu'on va avoir toutes les invocations. Là, pour le coup, on nous demande de se pencher un peu vers les quêtes annexes, etc. Voilà. Et le jeu, je trouve qu'il a une durée, pour un remaster d'un préquel, je trouve qu'il a une bonne durée de vie assez respectable. En ligne droite, on reste quand même sur une petite douzaine d'heures et beaucoup plus si on fait les missions secondaires. Voilà, donc ça reste pour moi les forces de ce jeu. Maintenant, je vais parler un peu des faiblesses, parce que ça reste un jeu pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Donc, quand on a de l'affection, on peut se permettre d'être critique. Et voilà, donc je vais vous parler des faiblesses. Ouais. Alors, pour moi, je trouve que la fidélité avec le jeu original, ça peut être une force, mais ça reste pour moi une faiblesse, parce que Crisis Core Réunion, pour moi, il aurait vraiment gagné à approfondir la désillusion en fait de Zack avec l'organisation Soldat et la Shinra. Je trouve que ça a été un peu rushé. Le fait d'avoir vraiment suivi la même trame que l'original, alors qu'ils avaient peut-être des possibilités d'exploiter ça un peu mieux, je trouve ça dommage. On a une mise en scène sur les séquences narratives qui est vraiment pas terrible. En fait, c'est très raide. En fait, on sent que c'est vieux. John Cosco, c'est rigole. Je pense qu'il est d'accord. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est vieux. On sent le jeu de 2008 un peu plus beau, mais on sent que c'est vieux, quoi. C'est pas fluide. Il y a des limitations techniques. Chaque moment scénaristique qui est fort. Donc là, on va être dans l'émotion. Et puis juste après, on va avoir une succession de couloirs. On va avoir des bifurcations. C'est vraiment une progression linéaire, en fait. Et je trouve ça aussi un peu dommage que ça n'a pas été... ils n'aient pas profité de l'occasion de faire un remaster pour modifier ça. Alors, les missions secondaires, sachant qu'elles prennent une grosse partie de la durée de vie du jeu, elles se présentent un peu comme des petits morceaux de donjon. Voilà, il y a par moment, il y a des coffres pour réussir à trouver des trésors. Alors, ces missions-là, je les ai trouvées épuisantes, redondantes. C'était toujours les mêmes, quasiment toujours les mêmes. Les décors pareils, les donjons étaient tout le temps pareils. Donc on avait des 2-3 coffres à chaque fois. Mais en fait, c'est tellement redondant qu'on en venait à juste raser. Enfin, moi, ce que je faisais, c'est que je rasais les murs, littéralement, pour ne pas avoir... C'est un peu comme Pokémon. Oh, t'arrives, il y a un monstre, et là, et hop, t'es obligé de te battre ou alors de fuir. Et là, en fait, t'as pas envie, t'as juste envie de vite arriver à la fin, au petit boss de fin, et puis gagner avancer, en fait, débloquer tes trophées. Et c'était un peu pénible. Il y avait des missions vraiment un peu pénibles. Je me forçais un petit peu, c'est dommage, quoi. Voilà. Je suis fatiguée à en parler. Voilà. Il y a eu des mini-jeux dans le jeu, d'ailleurs, que j'ai trouvé pas non plus ouf, comme la session de tir au sniper. Je sais pas si tu te souviens. Nul. C'était vraiment nul. Ou alors, il y a une séquence d'infiltration au début, mais de l'infini aussi. Encore ça valait, mais vraiment, le tir, je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis mauvaise au FPS, mais là, c'est vraiment désastreux. Et puis, un dernier point que je trouve un peu dommage, c'est la difficulté, en fait, et le challenge. Pour moi, ils ne sont de mise que vers la fin du jeu, je trouve. Après, j'ai pas joué non plus en mode expert, mais je m'attendais pour un mode normal à un petit peu de challenge. Là, j'en ai vraiment pas eu. C'était vraiment en ligne droite. Il y a eu seulement certaines missions où, pour le coup, tu sentais un petit peu le challenge. Mais sinon, voilà, je trouve que c'est dommage que ça n'ait pas été plutôt fixe tout le long du jeu. Alors pour autant, malgré tout ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à Crisis Core Réunion, parce que pour moi c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Voilà, il y a la nostalgie qui parle, et il y a aussi ce plaisir de retrouver le personnage de Zack, parce que j'en ai pas parlé, parce qu'il faut que je parle pour le meilleur pour la fin. Pour moi, c'était un de mes premiers crushs du jeu vidéo d'adolescence. Qu'est-ce qui est beau, genre. Non mais quand même, bien foutu et tout, genre. Bon, c'est un personnage c'est un peu le personnage classique du shonen, enjoué, courageux, avec des rêves, qui est prêt à tout pour ses amis. Donc, c'est un peu cliché, mais moi pour l'époque c'était wow. Voilà. Et je suis très très contente de l'avoir retrouvé. Et de redécouvrir aussi les cinématiques qui m'avaient beaucoup marqué à l'époque. Là, en haute définition, elles sont belles, c'est émouvant en fait. T'es ému, tu dis je me souviens quand même, c'était joli cette scène. Le couple de Zack et Aerys, moi je le trouve trop mignon en fait, je ship. Vraiment, ils sont trop choux, ils sont vraiment trop cute. Et puis il y a quelques petites nouveautés aussi dans quelques petites
va dire pas mission, mais tu peux faire quelques petits trucs pour faire, pas faire évoluer le couple, mais voilà, t'as des petites surprises, on va dire, à ce niveau-là. Et le fait d'en apprendre plus sur le passé de Zach, où il a grandi, de découvrir aussi des versions plus jeunes, non seulement d'Aerys, mais aussi de petits personnages que tu vas voir très brièvement, mais Tifa, Yuffie, Cloud. Et bien sûr, on ne peut pas faire une chronique sur Crisis Core sans parler de la fin de Crisis Core, que je ne vais pas spoiler, mais voilà, c'est une fin pour ceux qui y ont déjà joué, que je trouve juste magnifique, vraiment très très belle, une bande son waouh, très émouvant, voilà, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment adoré la retrouver dans ce remaster. Je ne vais pas spoiler par précaution, mais si vous avez découvert FF7 avec FF7 Remake par exemple, et que vous n'avez pas, vous ne connaissez pas du tout l'histoire de Zach, et que vous avez apprécié jouer à FF7, vous avez pris plaisir à y jouer, moi je vous recommande vivement Crisis Core pour découvrir toutes les origines de l'histoire. Ou alors si vous aimez de manière générale les actions RPG, ou alors si vous êtes fan de Kingdom Hearts mais que vous ne connaissez absolument pas Final Fantasy, ce qui peut arriver aussi, sait-on jamais. C'est un jeu que je vous recommande chaudement quand même, malgré tout. Voilà. C'était ma petite chronique sur Crisis Core. Ok, il faut que je pose la question. Ouais. Vraiment, Zach? Oui. Mais il est trop beau. Attends, il fait des squats tout le temps. Bleu, il fait des squats. J'ai un tas de base. Ouais, mais Squat les Zach. Merci Square Enix. Je sais pas. Je fais partie des gens qui ont crushé sur Sephiroth. Donc, Oui, même team. Ah ouais. Oui. Vous êtes Ouais. Moi, c'est Tifa, perso, mais... Ah bon? Oui, mais Tifa aussi, je crush un peu. Ah. Mais, Ouais, mais Tifa, elle met tout le monde d'accord. Mais tout le monde d'accord, c'est vrai. Vous n'êtes pas team Cloud, vous? Non, ouais. je le pas trouvais trop. trop cliché. Oui. Ah voilà. Trop lisse. Trop lisse. Un peu ennuyeux. Ouais, c'est ça, exactement. drama queen, Très, un peu. très ennuyeux. Tu vois, Ça va, on dérange pas, là, même Barrett avait Ah ouais. beaucoup plus de oui. charisme, Ouais. tu vois. Je suis d'accord. Et Vincent aussi, alors que plutôt secondaire, tu vois. Mais Je sais pas, moi, Zach, c'est l'aspect un peu puppy, tu vois, chien. Tout mignon. Non, mais c'est vrai. encore plus Il est- confusant. Non, mais il est attachant, t'as envie de le protéger un peu, alors que c'est lui qui veut protéger tout le monde. Je sais pas, il y a un petit truc, j'étais là genre, oh, il est mignon quand même. Puis il a des beaux yeux en plus. Bon, ils ont tous des beaux yeux, cela dit, ça c'est pas. Mais je sais C'est pas. la il y a- Mako qui fait ça. Ouais, c'est la Mako, effectivement. Mais oui. Du coup, John, tu as joué? Ouais, alors moi je suis pas un grand fan des FF, mais le 7, pour moi c'était une religion quand j'étais petit, quand je l'ai eu, j'ai surkiffé. Donc j'ai évidemment surkiffé le remake qui était très très bien. Donc je me suis dit, et j'ai pas fait sur PSP Crisis Core, et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion, ils le refont. Donc j'ai joué, je commence à l'allumer, je suis mais c'est moche en fait par rapport au remake. Après j'ai regardé sur internet, oui, c'est pas le même budget, c'est pas le même studio, etc. Enfin, il y a plein de choses qui changent. Et je retrouve un peu tout ce que tu as dit. C'est le jeu qu'ils ont transporté sur grand écran, donc c'est un peu vide. Tu rentres dans un espèce de hangar de 800 mètres carrés pour aller choper le mec qui est au fond tout seul, mais tu longes les couloirs pour pas avoir un combat aléatoire au milieu, quoi. Ah ouais. C'est n'importe quoi. Et, Excellent. mais en vrai, j'ai kiffé. J'ai fait évidemment les trophées parce que tu me poses pas la question, mais voilà, j'ai le platine. Mais c'était long, les 300 missions là. Ah bah oui, on est d'accord. C'était chiant. C'était chiant. Et tu vois, quand t'as dit il y a des mini-jeux, je fais attends, il y a des mini-jeux, je me souvenais même pas tellement c'est Ah, anecdotique, quoi. Enfin, Ouais, c'est très. En plus, c'est une fois, je crois. Tu as ces Les lances une roquettes, fois ouais, dans l'histoire. c'est ça. Ouais. D'ailleurs, il y a un trophée sur ce jeu. Si tu touches pas toutes les requêtes du premier coup, bah faut que tu recommences la mission. Donc ça m'a saoulé pour ça. Donc je l'ai fait 3 fois. Mais en vrai, c'est bizarre parce que j'ai pas beaucoup de temps de jeu au moment où je l'ai fait. Je l'ai fait entre janvier et mars de cette année. J'ai fait quasiment que ça. J'en avais marre à la fin, je voulais passer à un autre jeu. Et au bout de 2 semaines, je fais putain, je me ferais bien une petite mission quand même, ça fait longtemps. J'étais un peu le petit drogué qui voulait pas rechuter, quoi. J'ai pas rechuté. Donc, ouais. Mais j'étais content d'avoir fait l'histoire, comme tu dis, il y a une belle histoire. J'étais content de voir Cloud aussi, en mode oh, il y a Cloud. Et après, mini spoil, oh, mais quel bolos en fait. Il est trop nul, quoi. Donc, ça a un peu ça l'a décrédibilisé à mes yeux, quoi. Et ouais, mais bon. J'ai quand même passé du bon temps et ça reste un FF cool. Et comme tu dis, heureusement qu'ils ont modernisé le système de combat comme dans le remake de FF7. Parce que sinon, je pense que ça aurait été un peu plus chiant. Ah oui, parce que j'en ai pas parlé, mais en fait, l'OCN dans la version originale de Crisis Core était infernale. Pire que ça? Ah, mais 10 fois pire. Elle interrompait le combat en permanence. C'était l'enfer.
Je Ok. m'en souviens encore. Hein. J'en ai trop marre. Parce que c'était du tour par tour sur le tout premier. Non, c'était pas du tour. C'était pas du tour par tour, non. C'était Non aussi, non, c'était aussi ouais, comme c'est Kingdom du- Hearts, ouais, en ok. action RPG. Mais il n'empêche que c'était pas aussi. En fait, il y avait peu de touches au niveau de c'est de la PSP, quoi. Et c'était pas aussi optimisé, quoi. C'était très limité. Et puis en fait, on avait justement l'OCN, c'était la roulette qui apparaissait dans l'écran, qui te permettait d'invoquer, de faire intervenir des invocations, des choses comme ça. Et chelou, puis elle ça. venait en plein milieu de l'écran, je m'en souviens, et t'es là, mais laisse-moi jouer, quoi. Ah bah ouais, C'était c'est un peu l'enfer. chelou en fait. Ouais, et je me souviens d'un combat interminable aussi sur PSP où j'avais même mis pause et puis j'avais mis mon console en mode veille pendant 2-3 jours pour Ouais. reprendre le combat où je m'étais arrêtée en plein combat, quoi. Tellement c'était long. Non, c'était bon. Mais le jeu est bien. Hein. Pourquoi une machine à sous d'ailleurs? Il y a une Ah, référence ou, Je crois Ah, que bah, c'est une super. référence Pachinko. Ouais, c'est Ouais, le c'est Golden pas Saucer. quoi, Ouais, mais je sais pas pourquoi particulièrement. Dans FF7, il y avait Kate Seat qui était au Golden Ah, Saucer. oui, Je pense oui. que c'est un lien avec Ouais, ça. Quoi. doit être Ouais. une petite rêve, quelque chose comme ça. Et mention spéciale quand même pour les téléphones à clapet dans les Ah oui. passages historiques. Enfin, c'est vraiment le téléphone de l'an 2000, mais du vrai an 2000, quoi, il y a Ouais. 23 ans. Quoi. Ouais, là, C'est assez rigolo. Ils ont pas modernisé ça. Tu vois. Quand j'ai dit ils ont vraiment rien changé, c'est qu'ils ont rien changé. Avec les réactions Jap en mode, tu sais, il court et tout, il Ouais. s'arrête en plein milieu, il fait Oh, je sors mon téléphone à clapet. Le truc qui fait 2 fois ta main. Ouais. Tu l'ouvres. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Ah, c'est Quoi? ça. Il n'y a plus de pain à la boulangerie. Et là, il se met. Enfin, tu vois, c'est surjoué, quoi. C'est Ouais. c'est très drôle. Célia. Alors moi, je vais être tout à fait honnête. Je me suis arrêtée à FF7 parce que j'y comprends plus rien au Final Fantasy. Je comprends plus rien au Kingdom Hearts. Je suis complètement perdue. J'ai essayé de regarder des vidéos qui nous disent dans quel ordre jouer et même avec ces vidéos, je n'ai absolument rien compris. Il y a Non, trop mais- de remakes, trop de remasters, trop de suites, trop de 2.0, 1.5. Ah, on parle de Ah oui, Kingdom oui. Hearts là du coup. Mais de tout. De Parce tout. que si c'est Kingdom Hearts, moi je Tout- peux te dire. Mais tout ce qui englobe vraiment en fait la licence Kingdom Hearts Final, Ouais. j'avoue, je suis complètement Ouais, mais perdue. Kingdom Hearts, tu peux les faire à part entière. Ils sont Ouais, pas, ouais, ils sont ça- pas forcément liés. Oui, à- ils sont pas forcément liés à Il y a FF. il y a de la peut-être des- méta. Ouais, il y mais a t'as de la quand même des méta, petites mais, références, des choses qui changent. je Tu as des pense, personnages qui reviennent, mais en vrai, même si ça. t'as pas joué au jeu, tu peux très bien y jouer et passer à côté. Enfin, en tout cas, tout ça pour Ouais. dire que moi, je suis complètement perdue. Ouais. Donc, je me suis Mmh. arrêtée à Final Fantasy VII, que j'ai adoré d'ailleurs, par contre. Donc, je pense pas que ce sera un jeu que je ferai. Surtout, vous l'avez très bien vendu tous les deux, mais les faiblesses, vraiment, là, je suis là. Non, mais moi, j'ai pas du tout envie de traverser un hangar de 800 mètres carrés pour me faire attaquer par des mecs en plein milieu qui sont invisibles 2 mètres avant. mais en tout cas, je sais Eva, quand elle parle de n'importe quel jeu Final, elle en parle avec passion. Et du coup, Mhm. j'adore l'écouter parce que Ah. voilà, même si c'est pas forcément le genre de jeu ou des licences que je connais plus que ça ou que je vais suivre, je trouve ça intéressant de savoir un petit peu où ils en sont. C'est chouette de voir qu'ils font des remakes et des remasters qui sont quand même bons, entre guillemets. Bon, ça a toujours ses faiblesses, mais voilà, c'est pas juste quelque chose qu'ils ont repris, qu'ils ont juste transposé sur les nouvelles consoles nouvelle génération. Donc ça, c'est chouette aussi. Donc non, c'était très chouette de vous entendre tous les deux en parler, mais voilà, je pense que ce n'est pas un jeu que je ferai. Merci. Eh ben, je vais. Ouais, pareil en fait. Je pense que déjà, en termes de licence principale, j'ai déjà du mal à un peu suivre le rythme. J'avoue que moi, j'ai lâché après le 10. Et je pense que c'était bien assez. T'as été plus loin que moi, déjà. Bien joué. C'était trop. Au bout d'un moment, c'était trop. C'est des centaines d'heures passées à farmer, à optimiser ton équipement, tes matériels. Enfin bref, il y a énormément de... C'est trop en fait. C'était trop me demander. Et je pense que effectivement de base, c'est pas tellement mon kiff. Mais j'avoue que c'est prenant à cause de l'histoire. Ouais. Et c'est toujours ça. Après, les personnages, je vais aller un peu contre le sens de tous les fans et de toute la communauté, mais je trouve que c'est un peu des archétypes à chaque fois. D'un épisode à un autre, c'est des archétypes transposés et dont on change le nom et la coupe de cheveux. Tu vois. C'est un peu ça. Mais c'est japonais. Et c'est ça aussi qui fait le charme de la licence. C'est le fait de retrouver toujours le même charme, de trouver un Cloud en Tidus, de trouver un Tidus dans un autre personnage. Enfin bref. Ouais, et puis t'as un univers quand même assez unique. Et puis Ouais. la bande-son. Et la bande-son est toujours quoi. incroyable. Rien que pour Là, voilà, c'est ça. voilà. J'ai envie de dire que Ça. toutes les bandes-son sont incroyables de tous les Final Fantasy. Et ça, c'est... Ah, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on s'est croisé à quelques personnes en concert, je crois, de Final Fantasy. Oui. Enfin, au moins 3 personnes autour de cette table. Il me semble. Attends, lequel?
Ah oui, ça fait il y a en Il y a un petit moment. décembre de l'année Décembre 2021, je dirais. Oui, Ouais. oui, bah oui, c'est vrai. Je viens d'avoir un flash là C'est de vrai, vous mais voir. c'est la première fois qu'on s'est vu d'ailleurs. Exactement. Ah oui, C'est c'est vrai, vrai. t'avais On ton s'est masque. croisés par hasard devant. Ouais, On s'est je retrouvés oui. après, j'avais acheté les 5 vinyles. C'est Oui, vrai. toi je t'ai croisé au vinyle et toi je t'ai croisé en sortant. Ouais, exactement. C'est ça. Exactement. Ouais, en entrant, en sortant, c'est marrant. Ouais. Énorme. Je ferme la parenthèse. Pardon, chef. Désolé Non, pas de de hacker souci. la Pas de suite. souci. Bah non, c'est juste pour dire que moi j'y étais pas et que. Ah, mais si tu fais ton. Vas-y. Ah, tu étais pas, c'est vrai. Bah, on ira Ah, la on peut prochaine dire, ensemble si on tu veux. peut dire que tu y étais, c'est pas grave. Oui, Merci. oui. On t'a vu pendant le concert. Inventez-moi. Inventez-moi des On s'est souvenirs. croisés au vinyle. On a Tu pensé à achetais toi. des goodies, je me souviens très bien. Et ben merci Eva, c'était Crisis Core Final Fantasy VII Réunion, action RPG développé du coup c'est Square Enix ou pas? Oui, c'est Square Enix. Square Enix, publié en 2022. 2021, 2. 22. décembre 2022. Putain, Ouais. je suis trop nulle. Et du coup, comme l'a dit Eva, dispo sur Switch, PC, PlayStation 1 Series, autour de 60 €. Extrêmement fort ce jingle. Ah, bah, c'est la vie. C'est extrêmement fort. Et cette fois-ci, ça me fait vraiment plaisir parce que du coup, on va reparler indé parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu en chronique et que John, du coup, va en profiter pour nous raconter son périple singulier afin de fuir Pétria. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il n'y a pas d'adolescent dans ton intro. Ça va, je vais pas tout spoiler au début. Non, ça va. Ok, bon, très bien. Alors, je vais vous raconter comment j'ai entendu parler de Road 96. Alors, j'étais à une soirée avec des collègues, je suis en train de danser. Ah non, ça, c'est pas moi ça. J'étais devant mon PC en train de lire des emails. On est en mars 2023 à ce moment-là, et là, je vois un mail qui parle de Road 96 Mile Zero. Et je me dis, mais c'est trop cool. Il y a un nouveau titre dans l'univers d'un jeu. Ah bah, que j'ai pas encore fait en fait, j'ai pas fait le premier. Donc c'est peut-être l'occasion, Jean-Michel Décalé, de le faire. Et je vais donc vous parler de ce jeu-là, mais avant tout, je vais vous parler de DigixArt, qui est le studio indé qui est auteur de ce jeu. C'est quoi ce studio? Ça a été fondé à Montpellier par un certain Johan Faniz, qui est un ancien d'Ubisoft. Et il a notamment réalisé, je crois qu'il a fait 13 ou 14 ans chez Ubisoft, Montpellier. Et il a réalisé Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre en 2014, qui est probablement un de mes derniers coups de cœur de chez Ubisoft. Et on est en 2023. Qu'est-ce qu'il y a eu côté DigixArt? Il y a eu en 2016 Lost in Harmony, que j'ai rapidement joué sur mobile à sa sortie, qui est un jeu de rythme. Il y a eu en 2018 11 Memories Retold, qui est aussi sur la Première Guerre mondiale, que j'ai acheté, qui est neuf sous blister et qu'il faudra que je joue un jour. Et enfin, en août 2021, Road 96, que j'avais sous blister et que j'ai ouvert récemment. Et d'ailleurs, oui, petite parenthèse, j'ai beaucoup de mal à dire Road 96. Ça me choque de dire ça. Personne. Parce que je l'ai entendu dans pas mal de Comme potes. si tu disais Sum 41. Ouais, c'est ça. Voilà, ou Exactement. 12 Years a Slave pour le film, ou des trucs comme ça. En fait, Enfin, voilà. soit tu le fais tout en français et... Voilà, et je voulais être d'accord avec vous. T'es pas d'accord encore avec moi, Non, Eva? non, mais je suis d'accord sur le principe, mais c'est vrai que c'est plus facile, quoi. Ouais. C'est comme quand tu dis Kingdom Hearts 358 de Days, quoi. Je vais- C'est un des Kingdom Hearts que Célia. C'est le 4, si on traduit. Hein. C'est le 4, du coup. Non, c'était un sur DS, mais du coup, c'est vrai que c'est 358/2 Days et j'ai la flemme, quoi. Ouais, je long. comprends. Donc, on va parler de Road 96. Alors, j'avais envie de faire ce que j'appelle un walking simulator, ou plutôt un jeu d'aventure narratif dans un contexte politique assez tendu et relativement engagé. Je vais vous pitcher donc le jeu. Hein. Donc, on va incarner un jeune ado pour poursuivre la fameuse fausse route de centaines de kilomètres afin de fuir le pays. Donc, comme tu le disais si bien en introduction, Pietra, donc qui est ce pays fictif qui est dirigé par une dictature. Et on sent qu'on n'est pas loin d'une guerre civile. Donc il y a eu pas mal d'inspiration pour la conception de ce voyage, de cette réalisation, de Quentin Tarantino aux frères Cohen, il faut le savoir, en passant, oui, par le mouvement des Gilets jaunes qui a eu lieu en France il n'y a pas très longtemps. Donc ça a vraiment été dans les sources d'inspiration. Donc on avance dans un véritable road trip où, comme tout ado avec un porte-monnaie relativement limité, on fait du stop, on prend le bus, on croise des gens plus ou moins fréquentables. Voilà, normal quoi. Puis quand on n'a pas d'argent et qu'on vit un peu en cachette, qu'on fait attention à soi, on va jusqu'à voler de la nourriture et manger ce qu'on trouve sur des tables de pique-nique proches des stations essence sur la route. Donc c'est pas hyper sexy hein, pour l'ado quoi. Mais ce que je vous ai pas encore dit, c'est que c'est pas un road trip naturel, c'est que c'est un procédural road trip. C'est-à-dire que votre parcours sera assez unique. Alors il y a peut-être une illusion dans le choix, mais moi ça me va très bien. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le destin est un peu écrit au hasard. C'est-à-dire qu'un joueur va faire une partie, une joueuse doit faire la partie à côté, il n'y aura pas du tout le même scénario. Pas forcément dans ses choix, mais dans la proposition qui lui est faite dans les différentes scènes en fait. C'est des petites scènes qui durent 15-20 minutes. Donc on commence sur une carte où il reste
1800 km à franchir, un truc comme ça. Enfin, ça dépend d'où on part en fait. On choisit pas. Sur ça, on voit la carte, il y a un point. On va vers le haut de la carte et entre chaque scène, on voit que le parcours évolue. Enfin, le petit point avance sur une route pour grimper jusqu'en haut au final. Et sur ces scènes de 15-20 minutes, on va croiser des persos. Donc, j'en ai cité quelques-uns. Il y a le petit génie hacker informatique. Il y a les journalistes corrompus. Il y a le chauffeur routier. Bref, tous différents, avec tous un certain charisme. Et chaque perso peut nous apprendre quelque chose de nouveau en termes de compétences. Par exemple, il y en a un, à force de le croiser, on va apprendre à crocheter des portes, ce qui va être facile pour s'incruster et aller voler des choses, par exemple. Et au final, c'est 7 persos qu'on va rencontrer, 7 persos secondaires vraiment importants qu'on va rencontrer, croiser et apprendre à connaître dans notre périple. Ce que j'aime beaucoup, c'est le design. Alors, j'ai mis entre très gros guillemets, c'est un peu à la Life is Strange en termes de design, donc c'est pas incroyable, mais c'est largement suffisant pour l'immersion. Et j'adore Life is Strange, donc voilà. Mais c'est pas un jeu que je trouve ultra joli, mais suffisant, je dirais. Et on a aussi de très beaux panoramas dans le voyage. Je trouve ça assez prenant, même si on longe une route à double sens. Il y a quand même un truc, il y a un charme dans cette aventure. Et malgré un déplacement relativement limité, quand par exemple on est au bord de la route, on ne peut pas traverser la route, il y a un mur invisible, hein, donc, ou c'est juste qu'on fait attention à ne pas se faire écraser. Mais voilà, c'est des mouvements qui sont une toute petite zone, hein, on n'est pas dans un FF7 Crisis Core, c'est assez léger. Et on n'a pas non plus le choix sur la route. Donc entre chaque scène, on voit la carte et le compteur de kilomètres qui diminue, et on nous propose plusieurs alternatives pour avancer. Soit je prends le bus, soit je fais du stop, soit je prends un taxi. Ça peut aussi dépendre de nos finances. Et là, pour le coup, on a pas mal de mini-jeux, de casse-tête, de phases de fouille ou de dialogues qui vont vraiment casser la routine et le rythme de progression dans l'histoire que j'ai trouvé relativement intéressant. Et on avance, on progresse, on fait ces différentes petites scènes. Et puis au bout d'un moment, on termine la route une première fois. Puis on a une issue qui est plus ou moins bonne et qui est vraiment pas toujours bonne. Ça dépend vraiment de nos choix, ça dépend de notre façon de jouer. Et là, l'histoire s'arrête, c'est terminé. On a joué un peu plus d'1 heure et fin de la première aventure pour le premier adolescent. Et là, tout de suite, on recommence avec un autre adolescent. Donc on va avoir un choix qui s'offre à nous. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les ados qu'on va jouer. On oublie vraiment qui on joue dans le parcours. On est juste avec une caméra. J'ai mis une caméra, mais oui, on est en vue à la première personne. Et quand on nous propose le nouveau profil à sélectionner, c'est une silhouette de profil en noir, donc on voit juste notre âge, notre coupe de cheveux, donc on peut supposer un sexe et à la rigueur on s'en fout. On a des points de vie, ce qui représente un peu notre barre de forme. On a aussi un portefeuille, donc entre 3 et 20 $, donc on va pas très loin avec ça. Et au total, on va jouer 6 parties différentes, donc 6 vies différentes, 6 ados qui veulent fuir ce pays qu'ils ne respectent pas. Et je trouve que ces persos n'ont vraiment aucune âme, ce qui est à la fois un défaut et un avantage, puisque on peut s'identifier, on peut jouer comme si c'était nous, l'adolescent. Donc au final, on ne sait pas vraiment qui ils sont. Le truc qui me dérange le plus, c'est que, c'est peut-être plus dans le deuxième jeu dont je parle après, mais quand on se voit dans le miroir, en fait, il n'y a rien. On n'est rien, on est juste nous. Ça, c'est un truc qui m'a choqué. Bref. Mais sauf que l'avantage, quand même, c'est qu'on fait une route différente avec les capacités qu'on a débloquées précédemment. Donc là, aucun lien, mais c'est le joueur qui débloque et c'est pas l'adolescent. Et dans l'enchaînement des scènes, en fait, on va redécouvrir certains persos qu'on avait vus, d'autres persos clés, dans des phases différentes, sur d'autres lieux. Et c'est là où on dit « Ah, ok, mais lui, je l'aime bien, elle, je l'aime pas », ou inversement. Et en fait, c'est là où on va créer ces affinités avec les différents personnages. Et c'est là, à partir du deuxième run, où je me suis dit « Ok, là, je suis rentré dans le jeu, quoi. Il y a vraiment un truc, quoi. » Et parfois, je jouais d'une façon, parfois, je jouais d'une autre. Donc, j'essayais quand même de mettre une âme qu'il n'y avait pas à ces adolescents que j'incarnais, en me disant « Là, je vais être un gentil, là, je vais être un méchant. » Et au final, je pense que mon appréciation du jeu et mon envie de suivre ces adolescents a pris le dessus, donc j'ai très vite joué tous de la même façon. En tout cas, je trouve ça assez, c'est même hyper malin la façon dont c'est abordé, ou de voir un perso que tu avais vu à la fin de ta première histoire, puis de le revoir au début dans un autre contexte. Il y a un truc qui s'installe dans l'écriture à ce moment-là et que je trouve assez fort. Et j'ai même regardé quelques vidéos en préparant cette chronique et j'ai vu des scènes que j'avais jamais vues, quoi. Donc c'est trop bien. Ça m'a donné envie d'y rejouer plus tard, et en tout cas au moins de regarder Madame y jouer qui l'a pas encore fait. Donc je pense que je regarderai ces parties pour voir un peu des choses que j'ai pas vues et revivre un peu l'aventure. Et je vous parlais tout à l'heure des scènes qui durent 15-20 minutes, mais en fait c'est un peu faux. Ça dure plus que ça. Pour une raison, pour le gros point fort de ce jeu, c'est la bande son. J'ai tellement kiffé les musiques, c'est incroyable. Alors déjà, je vous conseille de bien fouiller dans toutes les scènes du jeu parce que vous allez faire une collection de cassettes audio. Alors pour les plus jeunes, c'est un espèce de petit boîtier pour lequel il fallait un crayon de papier pour revenir au début de la piste. Hein, voilà. Donc si vous rigolez, c'est que vous êtes vieux.
Mais ouais, en fait, il y a alors il y a une quête autour des trophées par rapport à ça, mais franchement, on s'en fout. Faites-le vraiment pour aller chercher toutes les musiques du jeu, parce qu'elles sont dingues. Je connais pas forcément tous les artistes, mais j'ai cité ceux qui sont le plus représentés, avec Volcor X, Robert Parker, Calax, et surtout, il y a 6 titres de Toxic Avenger, et là, c'est lui qui m'a fait kiffer encore plus que les autres, je pense, vraiment. D'ailleurs, je ferai passer ce podcast parce que c'est un ami d'amis, et j'espère qu'il écoutera, mais vraiment, merci pour toutes tes musiques parce que ça défonce, mais notamment pour ce jeu parce que c'était un gros kiff, ça met dans l'ambiance, je trouve que ça apporte vraiment l'âme qui manque peut-être aux ados à un moment donné, mais ça m'a vraiment mis dans le bain, ça m'a vraiment fait plein de bonnes sensations, on va dire quoi. Et d'ailleurs, oui, bien sûr, chef, il y a le lien dans la description du podcast avec tous les titres. Au final, c'est une très jolie aventure que j'ai terminée en 8 à 10 heures, parce que vous l'aurez compris, on fait le jeu 6 fois finalement. J'ai pas toujours eu de bonnes issues et je suis content d'avoir vu des issues un peu négatives. Je sais pas si c'est obligé, mais je suis content d'avoir vécu. J'ai l'impression de voyager avec ces ados. J'ai vraiment le sentiment de bouger un peu avec eux, d'être avec eux, limite de leur donner des conseils, dire bah ouais, je dirais ça à ta place et tout. Enfin, je me suis senti impliqué vraiment dans ces aventures et j'ai vraiment souffert pour certains parce que, comme je disais, c'est relativement bien écrit, donc c'est assez cool. Tout comme les persos qu'on croise, c'est un chouette mélange, je trouve. Enfin, c'est pas forcément des clichés, mais c'est il y a des gens avec qui on a envie d'être potes et d'autres qu'on a envie d'éviter, quoi, clairement. Et c'est ce qui fait que ça crée des scènes relativement marquantes. Rien que d'écrire cette chronique, de vous en parler aujourd'hui, là, ça me rappelle de très bons feelings. Et la musique, oui, la musique, franchement, elle est ouf. Mais je vais pas arrêter ma chronique ici, parce qu'à la base, comme je vous disais, en mars 2023, je suis reçu un mail qui disait mais il y a le Mile Zero qui est sorti. Donc je fais déjà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est le contenu additionnel de ma chronique. C'est encore pire. C'est encore pire, mais je m'en fous. Donc là, c'est Mile Zero. Donc c'est cette fois-ci un jeu d'aventure narratif. Quelle surprise. Et en vrai, j'en sais pas trop plus, sauf que c'est un préquel. Donc je lance le jeu quelques jours après avoir digéré, ce qui était un peu dur quand même, mais bon, je suis passé par un autre jeu entre-temps, histoire de faire un mini break et de revenir avec ces ados, enfin en tout cas ce que j'imaginais. Donc je lance le jeu et je suis tiens, le design a un peu changé. Bon, c'était un peu déroutant au début, mais bon, ça reste quand même proche. Et puis je me dis, 2 ans ont passé, donc ils ont peut-être fait un truc un peu plus beau, mais bon, voilà, au bout de 15 minutes, ça m'est passé. Puis je joue, je fais attends, mais c'est quoi, c'est un jeu de skate? Je comprends rien. Attends, mais c'est un jeu de rythme? Attends, je comprends pas du tout. Bon, bref. En tout cas, là, on incarne un duo d'adolescents. Donc il y a Zoé, qu'on connaît, qui est un des personnages qu'on a croisé, et Kaito. Et là, je fais une parenthèse, parce qu'il n'y a pas très longtemps, avant ce podcast, j'ai croisé Eva, un dimanche pluvieux, pour manger une mousse au chocolat dans la rue, debout, histoire vraie. Et puis, je percute quelque chose, parce que je lui raconte, attends, mais DigixArt, c'est Lost in Harmony, c'est le jeu mobile musical de 2016. Et là, inséré même du mec qui met ses mains sur le côté, qui fait explosion, mindblow, machin. Et en fait, on est dans le DigixArt verse, je sais pas comment ça se dirait, mais parce que le Kaito, ce fameux Kaito qu'on incarne dans Mile Zero, c'est le Kaito de Lost in Harmony et c'est Zoé de Road 96 d'avant. Donc au final, ils ont repris 2 persos de 2 anciens jeux pour en faire un duo, donc c'est trop bien. Sauf que là, je ferme cette parenthèse, mais c'est pas du tout la même approche que le premier. Spoil, j'ai moins aimé quand même. C'est le même contexte politique, mais on se trouve un petit peu avant dans la timeline. Comme je vous disais, c'est un préquel. Et on a ce duo donc improbable de 2 amis, entre une fille, la fille d'un député qui est hyper respectée, on dit Madame Zoé quand elle passe dans la rue, et un fils de travailleur immigré qu'on n'aime pas trop fréquenter quand on a quelqu'un de bien, quoi. Donc c'est évidemment un petit duo improbable. On n'est pas vraiment dans un road trip ici, ça n'a rien à voir parce qu'on part sur des lieux différents, mais à chaque fois on revient un peu à notre planque qui est une espèce de un immeuble en construction qui n'a jamais abouti, où on ne sait pas trop, on est planqué, quoi. Et où on graffe sur le mur quand on trouve des bombes de peinture, voilà, un squat on va dire. Et le seul élément de comparaison, on va dire, c'est sur le concept où il y a la collecte de cassettes. Donc là, j'ai cité d'autres artistes comme Arslan Elbar, Alexis Logier ou Offspring. Voilà, ça m'a fait kiffer, ça m'a rappelé mes années de jeunesse. Je vais donner un avis beaucoup plus court sur ce jeu, parce que, comme je vous disais, j'ai quand même un peu moins aimé. C'est un peu comme moi je l'ai vu comme une comédie musicale entrecoupée de chansons rythmées et agréables. C'est-à-dire qu'en fait, on va jouer, on va faire les scènes, on va sortir, revenir, et là, d'un coup, il se déclenche un truc, et hop, là, on reprend notre skate, et là, en fait, c'est un jeu de rythme, où il y a 10 morceaux qui entrecoupent un peu l'histoire pour casser le rythme. Sans jeu de mots. Et finalement, c'est agréable. Et c'est quand même hyper cool de voir certains persos du premier Road 96. Et en fait, c'est clairement des caméos, quoi, en mode oh, il y a machin, oh, il y a truc. Et pareil, il y a des stickers à collectionner, un peu en pixel art, qui représentent les persos du jeu. Donc à chaque fois que tu trouves un sticker dans une poubelle, parce que je vous rappelle qu'on est un adolescent quand même, donc on fouille les poubelles. Non, aucun contexte. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on trouve des stickers. Et bon, ça, c'était pour la blague, mais il y en a un que j'ai pas trouvé. Faudra que je refasse le jeu. Et bref.
le rythme n'est pas dingue. C'est ça qui m'a un peu dérangé sur le scénario, même si il y a ces phases entrecoupées au niveau des musiques. Là, pour le coup, c'est pas les ados qui manquent d'âme, c'est un peu plus le jeu. Donc on sent qu'ils ont voulu faire un truc en plus, mais au final, pour moi, c'est un gros DLC du premier, qui est très très cool si on a aimé l'univers, mais qui, sinon, comme j'ai écrit, qui est pas ouf. Et voilà, donc ce que je souhaite dire pour conclure, c'est qu'il faut jouer au moins à Road 96. Et si jamais vous avez kiffé, comme moi j'ai kiffé, faites Mile Zero pour l'univers. Mais sinon, on peut s'en passer. Et ma chronique s'arrête là. Waouh. Non, je viens quand même de voir à noter qu'il a quand même gagné énormément de prix au Pégase. C'est vrai, je ne l'ai pas écrit pour te laisser le dire. Donc, justement. meilleur jeu indépendant, meilleur univers sonore, excellence narrative, meilleure accessibilité, ce qui veut dire que c'est pas mal. Et un prix spécial de l'Académie au-delà du jeu vidéo, chose que je ne savais pas. Mais voilà. Pour dire que effectivement, moi ça m'a fait complètement penser à Life is Strange. Forcément un peu, on fait la comparaison, mais après là c'est en mode FPS, c'est un peu différent, mais il y a quand même un truc dans le côté. Il y a un truc dans la DA qui fait que ça, voilà, c'est un peu les personnages un peu edgy, bien simplifiés, et ça a l'air super cool. Célia, est-ce que tu y as joué? Alors non, mais c'est dans ma bibliothèque. Déjà, merci beaucoup. Moi, j'adore les jeux narratifs. J'aime trop Life is Strange. J'ai adoré le road trip de Life is Strange 2, donc je pense que c'est vraiment un jeu qui me plairait beaucoup. J'adore les jeux choix-conséquences. Je regrette très souvent les choix que je prends, mais ça fait passer des beaux messages, ça apprend plein de choses et ça immerse vraiment bien dans l'univers. Donc je pense que c'est vraiment un jeu pour le coup qui pourrait bien me plaire. J'aime beaucoup l'idée d'avoir 6 aventures différentes et de les vivre pas de la même manière. Je trouve ça super intéressant. Enfin, quand tu as dit au bout d'1 heure ça s'est terminé, j'étais là, ah oui d'accord, c'est super court. Non, et au final c'est une belle surprise je trouve. Et ça peut aussi permettre de se dire cette aventure-là je l'ai pas très bien terminée, mais celle-ci pour le coup est un peu plus joyeuse, ça c'est cool. Donc ça, c'est un gameplay que je trouve vraiment assez malin, comme tu disais, intelligent. Je suis pas sûre que je ferai le préquel. Ça a l'air quand même complètement différent. Je suis pas sûre que ça me vendra autant de rêves, pour être honnête. Donc je pense que quand je le ferai, je me contenterai du premier jeu. Ce sera déjà très très bien. Pour le coup, les musiques, j'avais commencé à en écouter et elles m'avaient vendu vraiment du rêve. Elles avaient l'air vraiment super chouettes. Moi, j'adore la DA pour le coup. Alors certes, c'est simplifié, mais je trouve que ça donne un côté très poétique aussi aux histoires, comme peut l'être Life is Strange en fait. Donc voilà, moi le côté un peu aquarelle, dessin, que ce soit pas complètement réaliste, ça me pose pas de problème. Je trouve ça même plutôt chouette. Je comprends le côté, ça peut retirer un peu d'âme au jeu, mais en fait ça permet aussi de nous faire une idée de comment on voit les choses. Ça permet de rendre le truc, comme je disais, plus poétique et peut-être un peu moins réaliste, et donc les messages qui sont parfois plus durs passent de manière un peu plus douce entre guillemets. Donc ça c'est chouette aussi. Du coup complètement un jeu que je pourrais faire qui me parlerait beaucoup. Route 96. Ça passe. Et j'avais juste une question. Du coup j'imagine que par aventure il y a différentes fins en fonction des choix et des décisions que tu prends. Est-ce qu'il y a des fins qui sont identiques dans certaines aventures ou ils ont quand même fait un travail pour que ce soit assez différenciant? Il y a une image de fin, on va dire, une vidéo qui dure 5-10 secondes de fin qui peut ressembler d'une fin à l'autre. Mais après, sur l'arrivée à la fin, le chemin vers la fin est quand même un peu différent. Okay. Il y a des moments que tu reconnais, tu fais « Ah, la dernière fois, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, donc je vais tenter ça. Okay. » Et c'est pas forcément pour ça que ça va mieux se passer. Voilà. Mais donc, il y a quand même des différences. Et j'insiste sur un truc que tu as dit, sur le côté au bout d'1 heure, c'est fini. C'est aussi comme ça que je l'ai vécu, donc c'est écrit dans le synopsis du jeu. Mais pour moi, c'était un jeu, j'avance, c'est fini. Je fais attends, mais c'est déjà fini, je comprends pas. Et là, attends, mais je repars à zéro. Ah, mais c'est pas la même personne. Ah, mais c'est les mêmes persos. Donc je vous ai un peu spoilé ça. Mais ça m'a fait encore plus kiffer le jeu, justement, et de revoir ces persos-là et de créer des. Est-ce que c'est 6 heures de jeu au total? Je pense qu'en rushant, tu mets 6 heures. Mais moi, j'ai mis 8-10 heures parce que, comme je vous dis, il faut aller chercher les cassettes pour. Non, mais pour de vrai. Et je parle pas des trophées, je parle de l'aventure. Oui. Bien sûr, j'ai les platines, mais c'est pas la question. et oui, quand même, je pense j'ai pas voulu faire la comparaison avec Life is Strange 2, et en plus, je sais que tu aimes beaucoup ce jeu parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais il y a quand même un truc qui fait que j'ai kiffé
autant qu'on peut kiffer un Life is Strange. Ok. Ouais. Mais je veux pas trop te le survendre, mais j'ai très très hâte d'avoir ton avis. Je vois de quoi tu parles. On ne reparlera pas de la discussion il y a quelques épisodes sur le unpopular opinion de j'ai pas trop kiffé Life is Strange. Non, bah on n'en parle surtout pas. Non, jamais. Je me sens un peu vulnérable à cette table. T'es pas bien entouré, ma pauvre. Mais t'as pas de cœur, c'est peut-être pour ça, non? C'est peut-être parce que. Waouh, ok. C'est vrai. C'est Ah vrai. voilà, c'est vrai. Eva. Ouais, alors moi, Road 96, j'y ai joué. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est un jeu vraiment. Avec Célia, je pense que tu vas adorer aussi. Il y a un truc dont tu n'as peut-être pas approfondi pour peut-être pas laisser la surprise aux autres, mais c'est les personnages qu'on rencontre. Je les ai trouvés, mais tous hyper. Pas attachants, mais particuliers. En fait, ils sont marquants. Ah oui, si, Ils sont super marquants. Et moi, j'ai des scènes qui me reviennent encore en tête. Je ne sais pas si on peut évoquer les personnages ou pas, ou si tu voulais laisser ça surprise. Je préfère, ouais. Ouais, ok, mais t'as des scènes, en fait, il y a eu des scènes où j'ai été stressée, il y a eu des scènes où j'étais trop contente, des scènes, en fait, vraiment, t'as des sentiments quand tu joues à ce jeu-là, et qui sont hyper feels good. C'est très feels good, et en même temps, t'as cette ambiance un peu années 90 aussi, années 96, c'est l'année de ma naissance. Le jeu, il est assez politisé aussi, ça c'est drôle, parce qu'en fait, au niveau de tes choix de réponse, ça va souvent être des choix politiques, mais qui n'ont pas forcément, comme tu as dit, de forte influence sur la suite du jeu. Hein. Enfin, ça va dépendre. Hein. Des fois, bon, on va te proposer de taguer quelque chose sur un mur, bon, c'est pas ça qui va te faire... Enfin, bon... Pas de spoil, mais moi je l'ai trouvé juste incroyable, je l'ai adoré. Et pareil que toi, quand j'ai fini la première histoire, je me suis dit quoi déjà? Non, faut que je le recommence parce que du coup, apparemment, il y a plein de scénarios différents. Et puis ensuite, tu vois que il te propose de recommencer, mais avec il te propose 3 fiches, je crois, de personnages à prendre. Moi, je prenais à chaque fois le plus riche. je me disais, au moins, ça va me permettre de prendre le taxi ou quoi. Enfin, pas le taxi, le bus, parce que flemme. En fait, en gros, en fonction du choix que tu vas faire pour le chemin, est-ce que tu vas prendre un bus, est-ce que tu vas faire du road trip, est-ce que tu vas faire du stop, machin, t'as plus ou moins de chances d'être en sécurité ou pas, ou qu'il t'arrive des merdes ou pas. Enfin, donc bon, mais ça ne fonctionne pas forcément, hein, le fait d'avoir plus d'argent en poche. Hein. Donc, non, mais moi, je l'ai adoré. Je l'ai trouvé fou. Et j'ai pas joué au Mile Zero pour le coup. Mais par contre, ouais, pareil, comme tu dis, la bande-son incroyable. Je crois que j'ai passé mon temps. Bon, les cassettes aussi, je les avais toutes récup. Et j'ai passé mon temps après derrière à réécouter les sons sur Spotify, à les mettre en fave. Enfin, j'ai adoré. J'ai vraiment un très très bon jeu. Très, très bon, totalement ma cam. On peut ne pas arriver avec un personnage, par exemple, au bout de la route, en fonction des choix qu'on a pris. Par exemple, si ça se passe mal avec en bus ou en autostop. La réponse est oui. Ah, Oui. bien. Oui. Ça, on aime bien. J'ai presque un peu testé pour voir si ça marchait. Et j'ai presque un peu regretté quand même. Mais du coup, ça raccourcit. Enfin, t'as quand même c'est une finalité. Enfin, je veux dire, C'est la fin de ta route. Ouais. Elle arrive plutôt que prévu. Ok. Ben, ça, c'est intriguant. C'est intriguant. Et bien, merci John. C'était Road 96, jeu d'aventure développé par Digix Art, publié en août 2021 et dispo sur Switch, PC, PlayStation 1 Series autour de 20€. Est-ce qu'on s'est pas trompé de jingle? Non, parce qu'après tu vas dire mais vous voulez pas mais- faire les coups de cœur? Ah, mais ouais, c'est ça. Et vous Non, voulez pas faire les coups de cœur? Ah, tu veux qu'on fasse les coups de cœur? Bah ouais. Ah. C'est pas du tout les coups de cœur, ça. C'est pas grave. Je suis pas sûr que c'est la musique des coups de cœur. Bah, c'est un épisode spécial, ok? Voilà. Professionnalisme ce soir. Je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est vraiment les coups de cœur ou pas? Je Non. ne suis pas sûre en fait. Je pense que c'était le jingle d'après pour le récap des chroniques. Mais c'est pas grave. Coup de cœur du coup. Et je vais commencer par Eva. Ouais, alors moi, ça va être pour changer un roman. Donc, c'est un roman que j'ai terminé la semaine dernière. Un roman que je ne peux pas prendre avec moi dans les transports en commun, que je ne peux pas sortir, tout simplement parce qu'il y a une énorme croix gammée sur la couverture. Ah. Et que du coup, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Qui est cette personne? Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis dirigée vers ce livre quand je l'ai lu à la librairie. C'est parce que je me suis dit, j'allais en découdre. J'étais en train de dire, mais qu'est-ce que... Le livre s'appelle Time Corridor. C'est un livre de Dalia Pérez. Et en fait, sur la couverture, donc en couverture rouge, on voit une croix gammée avec des numéros pour une horloge. En fait, on fait le tour de l'horloge. Pour vous lire un petit peu le synopsis, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui m'a poussée à l'achat, du coup.
Donc Jérusalem 2029, rongé depuis toujours par une certaine culpabilité héréditaire, Hans Hartmann, aristocrate allemand, s'est installé en Israël avec sa famille. Il y travaille pour les services secrets sur une application destinée à voyager dans le temps. Jusqu'au jour où Ezriel, son fils autiste, emprunte à son insu l'un de ses couloirs. Direction Berlin 1938, en cette nuit qu'on appellera plus tard de cristal. Et déjà, le couloir se referme derrière lui. Hans sait ce qui attend les enfants différents en cette période funeste. Une course contre la montre infernale débute alors. Voilà. Donc j'ai lu ça, je me suis dit ah oui, ok. Donc c'est pas du tout, c'est pas Mein Kampf le truc. Je vais l'acheter parce que ça m'a totalement chauffé. Bon, tout ce qui est voyage dans le temps, moi c'est un sujet qui me plaît énormément. Grande fan de Retour vers le futur. Hein. Et le fait d'avoir cette histoire d'un enfant qui se retrouve propulsé dans les funestes années de la guerre, alors qu'il est non seulement juif mais en plus autiste, donc handicapé, et puis son père qui part le chercher mais dans un temps où il n'y a ni téléphone ni rien pour aller le retrouver, et puis qui se pose plein de questions aussi sur son identité, quand on parle de culpabilité héréditaire, c'est parce qu'il apprend que c'est un arrière-petit-fils d'un nazi, en fait d'un SS, voilà, qui lui-même s'est converti au judaïsme. Enfin bref, je rentre pas dans les détails de l'histoire pour pas spoiler, mais c'est hyper intéressant, hyper prenant. Toutes les personnes qui aiment l'histoire et qui aiment la science-fiction un petit peu, surtout tout ce qui est voyage dans le temps, peut être complètement submergé. Il y a beaucoup de suspense, beaucoup de stress aussi, parce que forcément, on suit le côté de l'histoire de l'enfant et puis l'histoire de son père en simultané. On voit comment ils avancent, comment ils se loupent, etc. Et j'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça vraiment bien. Je l'ai dévoré, je pense, en une journée, une ou 2 journées, je crois. Et voilà, donc très, très, très bon livre, gros coup de cœur. Et ça fait un prochain achat. Et on va continuer par John, du coup. Yes, moi je vais vous lire le pitch et après je vous dirai ce que c'est. Donc c'est à la mort de leur grand-père, Tom et Mia héritent d'un immeuble à Athènes. Tom, jeune start-upper, va s'apercevoir que Mia, qui prétend faire ses études en Erasmus, est en fait une activiste rebelle qui ment à toute la famille. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il s'agit de la série Salade grecque qui est sortie en avril 2023 sur Prime Video. Et en fait, je suis très très fan des films de Clapiche, L'Auberge espagnole, Les Poupées russes, Casse-tête chinois notamment. Et en fait, c'est un peu la suite puisque ce sont les enfants de... J'ai oublié le prénom du père dans Romain Duris et Wendy. J'ai oublié le nom de l'actrice. Mais bref, voilà, c'est ces gens-là qui se sont rencontrés dans l'auberge espagnole, qui ont eu des enfants, et ce sont les enfants. Donc l'histoire continue. Et c'est très drôle, c'est très bien écrit aussi. Je trouve c'est un bon melting pot de plein de choses. Ça rappelle les feelings de l'auberge espagnole que j'ai envie de revoir maintenant, du coup. Et ça aborde plein de sujets, c'est hyper bien abordé, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Je veux pas en raconter plus. Si vous aimez l'univers, je pense que et que vous l'avez pas encore vu cette série, faut foncer. 8 épisodes d'une 50aine de minutes, je pense, grand max. C'était très bien. On l'a dévoré en même pas une semaine avec madame et j'ai surkiffé. C'est trop trop bien. Mais vu que c'est un coup de cœur, j'en dirai pas plus. Pareil, dans ma liste. Il faut, absolument. Et on termine cette série de coups de cœur avec Célia. Oui, alors moi, mon coup de cœur, c'est Suzume, que j'ai vu récemment au cinéma. Alors, c'est un film d'animation japonais réalisé par Makoto Shinkai, j'espère que je le prononce bien, à qui on doit notamment Your Name, que j'adore, et Les Enfants du Temps. Pour vous parler rapidement du scénario, mais vraiment très rapidement, on suit Suzume, jeune fille de 17 ans qui vit au Japon. Sur le chemin de l'école, elle va rencontrer un homme qui recherche une porte. Donc elle est curieuse, du coup elle décide de le suivre dans les montagnes et elle va se retrouver au milieu d'une ville en ruine. Et en plein milieu de cette ville, il y a une porte complètement délabrée. Donc comme elle est curieuse, elle va l'ouvrir et en fait elle va déclencher l'ouverture d'autres portes du même type aux 4 coins du Japon. Et ces portes vont laisser entrer dans le monde des catastrophes qu'elle renfermait jusque-là. Et donc on va partir avec eux deux dans un joli périple japonais pour tenter de refermer toutes ces petites portes mystérieuses. Suzume, c'est trop bien. Déjà, les dessins sont incroyables. Enfin, vraiment, les paysages, ils sont splendides. Les décors, les images, ils sont travaillés. Enfin, un peu comme Your Name, si vous l'avez vu. Le scénario, il est aussi original. Il y a un côté magique, poétique. Voilà, donc il y a des catastrophes qui s'accumulent, mais on fait quand même un beau voyage avec les personnages. On s'attache à eux, on vit leurs émotions. Je trouve que la manière dont les catastrophes sont décrites, donc il faut savoir que le film évoque quand même le séisme et le tsunami de 2011, c'est amené vraiment de manière fantastique mais poétique. Du coup, le message est dur mais doux en même temps. C'est un message important avec des explications quand même qui sont magiques mais qui nous fait passer un bon moment.
Donc j'ai adoré Suzume. Je dirais pas que je l'ai préféré à Your Name parce que vraiment Your Name, à placer, je trouve la barre très très haute. Mais j'ai aimé le récit, c'est écrit intelligemment, c'est trop beau, c'est captivant. Allez voir Suzume si vous ne l'avez pas déjà vu. J'ai préféré le soundtrack de Your Name. Oui. Mais bizarrement, je crois que je pense qu'il faudrait que ça vaudrait le coup que je regarde Your Name. Mais j'ai ce côté où Your Name, c'est vraiment focus sur l'histoire d'amour. Alors que Suzume, ça commence à repartir un peu sur du... Alors, a priori, il y a quand même pas mal de petits clins d'œil à Ghibli. Oui. Sur pas mal de refs. Et c'est un peu ça qui m'a fait un peu préférer finalement Suzume. Mais ouais, excellent. Ouais, moi j'avais vraiment adoré le concept de Your Name, quoi. Vraiment les deux personnages qui se croisent à chaque fois avec des vies différentes, qui vivent la vie de l'autre, qui du coup se réveillent le lendemain en se disant bon, qu'est-ce qu'il a fait. J'avais trouvé ça excellent, quoi. Ouais. C'est vrai que ça m'a bien parlé. Mais le moment un peu heartbreaking où... non, je vais pas spoiler. En plus c'est vers la fin. Toi, t'aurais pas un coup de cœur? C'est vrai qu'on ne pose pas souvent la question, mais du coup, je fais. J'ai un coup de cœur. Je suis sûr que t'en as un, et du coup, je meuble exprès assez longuement pour que tu puisses réfléchir à l'éventualité. Je réfléchis. Non, en vrai, j'en ai un, mais qui est pas si récent que ça, mais pas si vieux. C'est sur Disney+. Il y a un documentaire qui s'appelle Missing Matt, je crois, ou Matt. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Autour de la table, on n'a pas l'air de t'aider. Et qu'est-ce que c'est exactement? C'est un mec qui, dans les années 90, un Écossais, qui part avec sa bande de potes pour le mont Everest. Donc, ils se donnent tous pour objectif d'aller faire l'ascension et d'atteindre le sommet. Parmi ce groupe-là, je crois qu'ils sont partis à 4 potes. Il y en a 2 qui abandonnent au premier camp. Au deuxième camp, pardon, parce que un des membres fait une sorte d'œdème cérébral au moment, parce que manque d'oxygène, et du coup il abandonne son ascension. Mais par contre, il y en a deux qui réussissent à aller plus loin. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que l'un d'entre eux ne va pas revenir de cette ascension, va avoir un accident et va donc mourir, parce qu'il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre sur le mont Everest. Soit tu survis, soit tu meurs. On nous renvoie 10 ans plus tard avec son petit frère qui du coup était très jeune au moment des faits, mais qui reçoit une photo en disant en fait ça c'est peut-être le corps de ton frère. Donc voilà, ça commence comme ça. Et c'est l'histoire de ce qui se passe, de sa décision, de un peu l'ascenseur émotionnel, de son ascension vers le camp 1, parce que lui, il peut pas, n'étant pas entraîné pour aller vers le sommet, il doit s'arrêter au camp 1, mais du coup, il va engager une équipe de climbers, j'allais dire, de grimpeurs professionnels, dont un mec ultra connu qui a fait les 7 monts les plus hauts du monde en 7 mois, là, Nims. Et voilà, et c'est l'histoire de cette recherche, de cette équipe qui se met pour objectif d'aller voir et de vérifier et de savoir si c'est lui ou pas. Trop bien. Ça a l'air trop cool. J'arrive pas à trouver le titre, je cherche depuis tout à l'heure. Je trouve Mon Père sur Disney+, mais je pense pas que ce soit ça. Tout sera en lien de toute façon. Je vous filerai ça. Je vous filerai même le lien de l'histoire d'un des meilleurs climbers, d'un des meilleurs grimpeurs du monde entier, dont je vous avais parlé, qui a fait en 7 mois, qui a fait tous les monts les plus hauts et les plus périlleux. Parce que c'est lié, vu qu'on voit le même faire l'ascension. Mais voilà, ça c'était mon coup de cœur. Cool, merci. Trop bien. Est-ce qu'on a un jingle qui fait le récap? Non, pas du tout. Hein.
Non, tu veux que je te le fasse à la Non, bouche? Non. Attends. Récap. Du coup, juste un petit récap avant de terminer. Célia nous a parlé de La Nuit des Temps, roman SF signé Barjavel. Eva nous a parlé de Crisis Core Final Fantasy VII Réunion, jeu développé et édité par Square Enix. J'ai bien fait c'est extrêmement long. J'étais en train de me dire, mais est-ce qu'on n'a pas une abréviation pour ça? Et John nous a du coup parlé de Road 96, jeu d'aventure développé par DigitArts. Merci encore à toute l'équipe pour ces superbes chroniques. Bien évidemment, toutes les infos et références des sujets chroniqués sont en description de l'épisode, avec aussi les coups de cœur. Et avant tout, je vais faire un rappel à nos auditeurs. Le Contrecast fait partie du VHS Vaisseau Hypersensas, association qui se finance via un Patreon dont on vous filera le lien en description aussi. Si jamais vous voulez nous témoigner votre soutien, c'est toujours le moment et ça peut être 1 euro comme ça peut être plus. 5 euros. 5 euros. 5 Et pourquoi 5 euros? Parce que ça pourrait permettre d'acheter des écouteurs à Julie et des écouteurs à Eva maintenant, parce que maintenant on est... Merci de penser à moi. Voilà. Et 5 parce que c'est le nombre d'étoiles qu'on doit mettre. Où ça déjà? C'est là, j'ai oublié. Sur le Patreon? Non, Non, pas du tout, j'en sais rien. ça, c'est 5 euros. Ah, tu m'as regardé, je me suis dit non, ça y est. Faut dire que Truss. Mais non, c'est les étoiles qu'il faut mettre partout. Pour nous noter, mais Bah oui. Voilà, bien avec un sûr, petit commentaire. Sur tous les podcasts, évidemment. Voilà, et podcast. 5 aussi, comme le Spotify, nombre de syllabes podcast, dans John Cousse. John Ou comme de lettres dans Célia. Voilà, bref. Ça marche Bah ouais. aussi. Et marche voilà, mieux, même. c'était 2 blagues qu'on aurait pu garder. Ouais, bah, c'est pas grave, on Épisode. fera l'épisode. Merci. Et petit tour de table du coup des réseaux sociaux ou actualités de chacune et chacun, en commençant par toi Célia, où est-ce qu'on te retrouve? Oui, alors on me retrouve sur Twitter et Instagram sous le pseudo Celbeb, CELBEB. Venez, je raconte ma vie, c'est assez rigolo. Ou pas. Elle nous a vendu du rêve d'un coup. Eva, où Oui. est-ce qu'on te retrouve? Pareil, sur Twitter et Instagram, pas Celbeb. Non, Ton donc, pseudo, pas Celbeb. Ouais, c'est ça. PAS. Alors, sur Twitter, donc Exav, EXAV _T. Maintenant, je dis underscore grâce à toi. Bravo, Voilà, merci. cool. Bravo. Et sur Instagram, donc Silly, SI2LY _Turtle, comme une tortue, TURTLE. Voilà. Je joue à Motus en fait depuis tout à l'heure. Ouais, c'est Voilà. clair. Ça nous a fait le même effet avec Truss sur l'épisode précédent, je sais plus pourquoi en plus. Et John, du coup, où est-ce qu'on te retrouve? Johan de Cousse, JOHN, COUS, sur tous les réseaux. Ouf, c'était rapide comme épée. Je suis sûre Bah, qu'il s'entraîne dans son miroir. Ouais, c'est clair. C'est genre, Ouais, c'est tous les lundis La matin. catch. Et toi, on te retrouve où Où est-ce qu'on me retrouve? On me retrouve pas. Pas trop. Pas trop, en fait. J'avoue que j'ai un moment de vide depuis quelques années où j'ai un peu lâché Instagram, Twitter, mais dans les faits Twitter, Anya, donc A2NIA. J'ai eu un pas moment T'as de pas préparé toi hein? A2NIA _gaming. Je crois que c'est toujours ça. Sur Twitter pour au moins relayer les podcasts du Contrecast et liker de temps en temps les petits jeux indés. J'ai eu un gros bug en étant Un dé? Oui, c'est ça, un dé. oui, c'est ça, un dé. Et oui, parce que j'étais en train de penser aussi à Sarah. Oui. Hello Ali, qui Oui. était en train de me dire, où je me rappelle de cet épisode où elle m'a dit, de toute façon, Anya, on n'en entend pas parler du tout pendant l'année, sauf quand elle like les quelques posts de jeux indés que je poste. Bah oui, Ah, c'est vrai. c'est que ça. Mais voilà. En tout cas, merci encore pour toutes vos superbes chroniques. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Contrecast et on vous dit au mois prochain. Bisous. Bisous. Et c'est là qu'on arrête de parler, parce que j'ai appuyé sur le bouton. Ouais, Ok. mais du coup t'as parlé. Ah merde. j'ai mangé un hot dog. Ah le hot dog. Ça pourrait être le titre de l'épisode. J'ai envie de chanter. Ouais. Fin de transmission.